Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. C'est un énorme plaisir. On va continuer sur notre série de freelance. On a déjà quelques épisodes qui viennent mettre la table. Et celui-ci, on va parler d'argent. L'argent, c'est souvent un élément tabou pour bien des gens, où les gens ont des scrupules associés à l'usage à l'argent. Mais quand on devient freelance, peu importe la forme qu'on prend comme entrepreneur, on ne peut plus vivre dans ce tabou-là parce que l'argent est le moteur et le carburant qui nous permet de fonctionner comme freelance ou comme entrepreneur. Donc, si on n'est pas capable de l'aborder sainement et sereinement, on va avoir de la difficulté à avancer avec ce genre de choses-là. Puis je vais te laisser commencer parce que tu as déjà aussi quelques idées qu'on a parlé en off qui sont très intéressantes. Là. Ah oui, tu le rappelles très bien à nos auditrices et nos auditeurs qui nous suivent maintenant depuis un petit moment. C'est vrai que l'argent, c'est central. On ne devient pas freelance pour la beauté du geste, on devient freelance avant tout pour exister dans une économie capitaliste. Je n'ai rien contre le capitalisme, j'ai plus de choses contre le libéralisme, mais ça c'est une autre discussion pour plus tard. Mais le capitalisme, c'est juste un échange d'argent contre un service. C'est ce qu'on a tous aujourd'hui dans le salariat, par exemple. Une entreprise nous embauche, nous demande la disponibilité de notre temps contre de l'argent, et cet argent ensuite nous permet d'avoir, comme le terme utilisé en ce moment beaucoup en France, du pouvoir d'achat. On peut acheter une maison, on peut acheter à manger, on peut partir en vacances, enfin, ce qu'on a tous besoin de faire. La première motivation, évidemment, de quelqu'un qui se met à son compte, qui devient indépendant ou indépendante, c'est bien sûr, effectivement, de gagner de l'argent. Moi, ce que je vois souvent chez les freelances que j'accompagne, dans le questionnement ou dans les erreurs d'approche, c'est qu'il y a une confusion entre gagner de l'argent en tant qu'entreprise et gagner de l'argent personnellement. Et donc, beaucoup de freelances ont ce rapport à l'argent qu'ils ont quand ils sont salariés. C'est-à-dire que quand je suis salarié, j'arrive, je demande un emploi, il y a un contrat, je sais combien je gagne par mois, et c'est en échange de mes heures de travail, la plupart du temps. C'est la présence. Finalement, je vends mon temps, littéralement, c'est tout. Et je me soucie de rien d'autre. Si je rate une journée, on m'enlève un bout de mon salaire. Si je fais une journée de plus, il faut que je négocie, je discute avec le patron. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors que quand on devient freelance, c'est pas le client qui décide combien on gagne. C'est pas le client qui décide combien on se paye par mois. C'est pas le client qui décide combien de jours de vacances on va poser chez soi. Parce que on est nous-mêmes avant tout notre propre employeur et notre propre employé. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on ait en tête combien d'argent on a besoin de gagner tous les mois pour pouvoir se payer un salaire digne de ce nom, ou en tout cas celui qu'on aura choisi. Et puis, il y a aussi ce qu'on prend pas forcément toujours en compte correctement, voire pas du tout parfois, ou qu'on a du mal à estimer, c'est combien il faut pour que l'entreprise existe. La bonne nouvelle, c'est qu'une entreprise d'une personne, c'est l'entreprise d'une personne. Je veux dire, en termes de fonds, de frais, c'est pas colossal non plus, c'est pas monstrueux. Hein. Vous n'allez pas vous ressentir 10% de ce que vous avez fait comme argent dans l'entreprise, comme salaire. Vous allez sortir beaucoup plus. La majeure partie, moi, de ce que je sors sur une année, c'est mon salaire avec les charges et les taxes que je paye en France, par exemple. Le restant, c'est du bénéfice en plus pour consolider l'entreprise, la trésorerie, ou payer des dépenses supplémentaires qui vont venir m'aider, soit du matériel, soit des ouvrages, soit des événements, venir au Canada, faire une formation ou un truc. Voilà, ça va être des dépenses supplémentaires qui sont justifiables en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on doit aussi penser à ça quand on devient indépendante, freelance. C'est pas juste pour trouver des missions, c'est pour asseoir sa carrière paisiblement, se sécuriser des revenus, peu importe les choix qu'on va faire. Et j'ai beaucoup de gens qui passent en freelance qui ont tendance à vraiment penser salariat, plein temps, 5 jours par semaine. Pour faire 2000 par mois, il faut que je remplisse de temps et c'est 300 par jour. Et en fait, c'est une catastrophe de penser comme ça, en fait, parce qu'on est complètement à côté de la plaque. D'abord parce qu'on gagne pas assez quand on fait ça, finalement. On oublie de payer les charges, etc. On n'a pas le droit, on ne peut pas. Hein. Et ensuite, au moindre problème, on se retrouve en danger. Et comme je dis toujours, si tu deviens freelance pour cumuler les emmerdes du salarié et celles du freelance en même temps, il n'y a aucun intérêt. Non, absolument pas. C'est pas un bon chemin d'aller dans cette direction-là. Puis effectivement, puis je vais réutiliser un peu ce que le podcast que tu m'as fait découvrir, Go Pirate, qui justement parle plus, on vend pas notre temps qu'en freelance, on vend de la valeur en tant que freelance. Fait qu'on n'est plus en calcul horaire, mais on est en calcul à la valeur qu'on apporte à notre client, à nos clients.
sur quoi on fait. C'est sûr que le mode de rémunération en général demeure quand même calculé à l'heure, mais ça module ou ça réfléchit les choses différemment puisqu'on va être capable d'aborder la chose pas juste que je loue mon temps, je loue ma capacité, mon imagination, la valeur que j'apporte, la contribution que je fais et tous ces éléments-là qui sont très différents de juste, comme tu dis, le salariat. Je loue mon temps, je loue le temps que je suis assis sur la chaise chez mon employeur et se termine là ma relation avec l'employeur. Quand on a des clients, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais te remercier en plus parce que tu sais que c'est depuis qu'on parle ensemble de ça que je suis passé au cap où j'ai proposé à plusieurs clients de passer à l'heure. En fait, je travaillais à la journée ou à la demi-journée, beaucoup. Et là, j'ai fini par passer à l'heure. En fait, c'est à force, tu vois, d'échanger là-dessus, où je me suis dit, finalement, c'est peut-être le plus approprié. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais quand tu factures une demi-journée au client, si tu as fini une heure plus tôt, c'est son problème. Ben, moi, j'avais du mal, en fait. En fait, ça m'embêtait de me dire, là, j'ai plus rien à faire. Genre, effectivement, je peux glander, je peux faire autre chose. Mais je trouve pas ça très correct de la part du client. J'ai pas envie non plus de me forcer à faire un truc. Et puis, des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le temps était un peu juste. Ça me demandait plus de travail que le temps prévu. Donc, on pourrait se dire l'un dans l'autre, on arrive à s'y retrouver. En fait, non. Et là où je suis arrivé à ce constat, et j'ai proposé à plusieurs clients de travailler effectivement maintenant à l'heure. C'est-à-dire de dire, bah, si tu me demandes de faire une animation d'une prestation pour toi pour une heure, ça m'arrive, j'ai des clients qui me demandent de faire des webinars pour eux, c'est une heure. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils me payent la demi-journée entière. Donc, en général, je profite de ce temps-là pour préparer des trucs qui vont arriver après. On a toute une série de trucs qu'on arrive à rentabiliser. Mais j'aurais dit, moi, je préférerais, finalement, je trouverais ça plus honnête d'être capable de cartographier heure par heure ce que je vous ai fait. S'il y a des trucs qui demandent beaucoup de développement, bah, vous me paierez chaque heure. S'il y a des trucs qui demandent beaucoup moins de développement, vous vous y retrouverez. L'un dans l'autre, on a un tarif qui est presque équivalent à celui d'une journée. Il est un peu plus intéressant pour moi parce qu'il est, je pense, à quelques euros près à l'heure. Je gagne un peu plus par heure. Mais si le client n'a pas le même besoin, lui, en termes de facture globale, il s'en sortira. Et l'intérêt de travailler par heure, c'est un truc que j'expérimente en ce moment justement avec certains clients, c'est que je peux travailler pour 2 clients dans la même journée et facturer plusieurs heures différemment. Donc, là où on penserait perdre une demi-journée ou un bout de journée, en fait, on peut très bien l'optimiser. Et une des grandes libertés d'être indépendant, et c'est un des trucs qu'on a choisi de faire, c'est de pouvoir justement gérer notre emploi du temps. Et donc, si à un moment donné, moi, j'ai une heure où je veux travailler et une autre heure où je veux faire autre chose, je vais pouvoir calculer au plus juste dans mon planning de ma journée ce que je veux faire. Si à un moment donné, moi, je veux travailler un soir, parce que moi, ça m'arrive souvent, je suis souvent du soir et pas du matin, ça me dérange pas du tout de travailler un soir. Souvent, là aussi, quand on est salarié, travailler un soir, ça veut dire se faire voler du temps par son entreprise. Parce que souvent, c'est pas payé, il faut demander. Enfin, on a la sensation que c'est forcé. Et c'est souvent forcé d'ailleurs, le travail le soir pour une entreprise. Alors quand on est freelance et qu'on gère intégralement son temps, moi, quand j'ai un truc à rendre à un client dans une semaine, si j'ai envie de le faire le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, c'est moi qui choisis. Et si dimanche après-midi, j'ai un meilleur état d'esprit parce que j'ai du temps pour ça et que c'est le meilleur moment de la semaine pour moi, ça me va très bien. Parce que ça veut dire qu'à un autre moment, j'ai pu récupérer mon temps aussi. C'est aussi ce que tu disais tout à l'heure en rappelant effectivement l'excellent podcast de nos amis GoPirate, que je remercie, que j'invite tout le monde à acheter leur livre aussi, qui est génial. C'est effectivement qu'est-ce qui fait de la valeur dans ce qu'on fait. Et donc, moi, avoir du temps de libre quand j'ai besoin en semaine, ça a une énorme valeur qu'aucun salaire ne compense. Parce qu'après, en termes de revenus, on pourrait se dire, je pense vu nos qualifications, on sait très bien. Alors, moi, je suis conscient que j'ai la chance d'être dans le domaine où je suis. Je m'épanouis. Je regarde les propositions de travail fixes qu'on pourrait me donner à côté. Je pourrais faire beaucoup plus d'argent par mois en termes de salaire, je le sais. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Comme je l'ai dit dans un post LinkedIn cette semaine, je suis pas parti pour le salaire de mon ancien employeur. Je suis parti parce qu'on exploitait mal ma valeur. C'est exactement ça. Et parce qu'aujourd'hui, je peux mieux valoriser ça. Alors, il y a un petit détail qu'on s'est dit tout à l'heure en off, et c'est vrai. Quand on parle, alors en France, on parle de TJM, de tarif jour homme. Je sais pas s'il y a une expression équivalente au Canada. Toi, tu me disais que c'est plutôt par heure. Donc, c'est le tarif horaire. Ça dépend des places, ça dépend des éléments. On va aussi parler à la journée. C'est à la journée ou à l'heure dans lesquelles on va les retrouver, ces tarifs-là, selon à qui on parle, selon avec comment on fonctionne, tout dépendant du donneur d'ouvrage. Mais les deux existent plus qu'en France. En France, on parle vraiment juste de la journée ou de la demi-journée.
Ouais, Culturellement, pour moi, c'est un changement parce que je suis habitué de regarder ça à l'heure. Là, je commence à le regarder de l'autre côté, mais en même temps, comme j'ai infusé cette idée-là avec toi, j'ai aussi infusé ça avec d'autres collaborateurs français qui commencent à regarder les choses différemment, justement, sur un meilleur usage de leur temps. Comment placer ce temps-là et le fait de le facturer à l'heure, justement de permettre une meilleure optimisation, un meilleur usage du temps et un meilleur une prestation plus honnête. Puis moi, c'est mon point de vue, là, comme le tien d'ailleurs. Là. et ça laisse une certaine liberté aux clients aussi. Parce que quand tu dis je voudrais faire venir le mec pour une réunion et que tu sais que tu dois lui payer la demi-journée ou la journée entière, c'est très lourd de conséquences. Là, on parle de journée à 800, 900, 1000, 2200, 1300 dollars ou d'euros. Ça peut faire cher. Alors que quand on prend 150 euros par heure ou 140 euros par heure, je peux me permettre de prendre une réunion d'une heure. On travaille en plus efficacement. En une heure, on peut faire déjà pas mal de choses. Puis après, on se retrouve plus tard quand les équipes ont du temps. Et là, on peut réinvestir le temps au bon moment. Donc, je pense, moi, ça m'offre effectivement, je pense, pour moi, c'est gagnant-gagnant du côté client et fournisseur de prestations. Parce que ça nous permet de multiplier les opportunités de se retrouver tout en ayant un cadre qui est respectueux, comme tu dis. En plus, j'aime bien, moi, l'idée, je suis pareil. Ça me coûtait quand j'étais salarié de rien faire. Je culpabilisais. Et ça m'énervait. Et c'est la même chose. Si je facture un client et en fait je fais rien, je suis pas à l'aise du tout. J'ai besoin de me dire si on me paye c'est pour faire un truc, s'il y a rien à faire c'est pas grave, on arrête de me payer. Moi je fais autre chose, je me paye de toute façon. Et donc ce TJM c'est très drôle parce que souvent c'est la référence. On dit combien tu te vends et on se le disait tout à l'heure en off. Ce que les indépendants vous disent jamais. On va vous révéler un secret. Attention, écoutez bien. C'est qu'en fait on a autant de tarifs que de clients. Et je dis, en fait, moi, plus le temps va, plus j'ai des tarifs par client. J'ai des arrangements avec certains partenaires, par exemple, de confiance, qui sont des amis que je connais depuis de longue date, chez qui j'ai un tarif que je n'ai chez personne d'autre parce que j'ai envie de soutenir leur activité, parce qu'on a, il y a de l'amitié, il y a une espèce de relation dans le travail qui fait que c'est des gens en qui j'ai pleinement confiance et que je sais que c'est des gens avec qui tout se passera toujours bien. Par contre, j'accueille un nouveau client que je connais pas sa façon de travailler, je sais pas s'il est stable, je sais pas s'il est sécurisant, je sais pas si c'est une prise de risque pour moi, j'ai un tarif qui est fortement majoré, qui pendant ce cas peut avoir tendance beaucoup à effrayer certains clients et dire non c'est trop cher, t'es plus cher que les autres. Bah oui, c'est ce que je vaux aujourd'hui. Si c'est le tarif que vous pouvez pas mettre, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres personnes, vous pouvez aller les voir, les démarcher. Moi, j'ai pas de souci. Mon planning est déjà quasiment plein jusqu'à la fin de l'année. Donc, l'un dans l'autre, je devrais m'en sortir. Et après, je suis toujours ouvert à la discussion. Par contre, c'est une discussion. C'est-à-dire, ça viendra pas de moi. Je vais pas vous faire une remise comme ça, juste par principe, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça que il y a plusieurs tarifs, puis justement, ils sont modulés pour plein de raisons. Peut-être pas exactement les mêmes que les tiennes, mais c'est sûr qu'un nouveau client va être plus chargé plus à la hausse, justement par l'insécurité ou l'élément qui entoure ça, contrairement à des clients dans lesquels j'ai une plus grande expérience, une plus grande historique, puis des fois même certains liens d'amitié dans certains égards ou d'alignement avec leur modèle d'affaires. Effectivement, je vais l'aborder différemment. La durée des prestations aussi vont influencer énormément les tarifs. Et incidemment, parce qu'une prestation plus courte, administrativement me coûte plus cher. Donc, il faut que ce temps-là administratif supplémentaire soit défrayé et il est dans les frais qui sont chargés. Fait que on le regarde de différents axes, puis c'est un des éléments aussi à tenir en compte, c'est qu'il y a des frais administratifs à avoir plusieurs clients. Donc, faut pas le prendre sur soi, mais c'est trop fait du client d'avoir à prendre une charge sur lui de ces éléments-là aussi. Là. Et surtout qu'un client qui vient te voir une fois de temps en temps, une fois tous les 10 mois, il faut qu'il prenne conscience qu'il te paye pour la disponibilité d'être là quand il a besoin de toi au bout de 10 mois. Et que toi, tu dois bien vivre pendant ces 10 mois. Et ça aussi. C'est pratique d'avoir un indépendant, une indépendante qui te dépanne, qui arrive avec des compétences, de l'expérience, qui te décroche un truc en 3 semaines, là où ça fait des mois que tu bloques, ou te fait avancer un projet. Il faut comprendre que ça se voit souvent sur LinkedIn, tu sais, mon tarif ne représente pas le temps de travail que je fais, il me représente l'expérience nécessaire pour arriver à faire ce que je vous fais. Et moi, ça fait 8 ans que je donne les cours que je donne, la façon dont je les donne, je fais de la formation depuis près de 12 ans, 15 ans maintenant. Ça se paye d'arriver avec ce niveau de maturité sur du conseil, d'être capable d'avoir un regard tout de suite qui embrasse un certain nombre de domaines.
Tu peux avoir des jeunes étudiants qui sortent de leurs études, qui sont bardés de diplômes, mais qui savent pas s'organiser en termes de travail. Et ça, tu l'as chez beaucoup de clients, par exemple. C'est-à-dire que tu payes pas un niveau de compétences techniques, tu payes aussi des soft skills, c'est-à-dire la capacité d'être disponible, de savoir gérer de la communication, de savoir gérer du stress, de savoir se rendre disponible quand on a besoin, de savoir comprendre un contexte. Il y a ça aussi, comme tu dis, dans un freelance, il y a la possibilité d'écouter ce que le client dit, comprendre le sous-entendu et puis d'être capable de s'adapter à ça. Ce que t'as pas forcément avec un employé qui peut te claquer la porte aussi du jour au lendemain ou qui va renoncer. Un freelance qui arrive, qui fait, comme on dit ici, sa tête de mule, qui a pas envie de faire un truc, ben il se fait dégager de la mission. Un employé qui a pas envie, qui tourne autour d'un truc, il peut te ruiner toute une mission pendant des mois. Donc tu te payes aussi quelqu'un qui est engagé dans sa mission et qui a besoin que cette mission se passe bien parce que c'est son activité, c'est sa qualité, c'est sa réputation qui est en jeu potentiellement. Et comme je dis toujours, le monde est tout petit, tout se sait très très vite. Donc quand j'accompagne des freelances, je leur dis si vous avez des problématiques de tempérament, vous me mettez souvent en colère, quand vous trouvez que quelqu'un est con, vous aimez bien lui dire, va falloir arrêter. Alors je comprends bien que ça puisse faire du bien en soi, mais l'utilité de transmettre l'information de votre jugement de la personne, ça n'apporte rien dans l'absolu. C'est totalement inutile et pour le coup, c'est l'inverse, c'est que ça va vous nuire. Et si ça vous nuit, ça peut rester pendant des mois et ça peut vous ruiner un business. Il y a des gens avec qui on ne travaille pas parce qu'ils ont une mauvaise réputation. Mais c'est ça, puis c'est un des aspects aussi, puis on se fait payer pour ça, pour être cette pas neutralité-là, mais cette espèce d'équilibre au niveau du tempérament. On n'est pas, puis bien des gens sont étonnés parce que je m'enflamme pas au travail. J'ai de la passion pour ce que je fais. J'ai de la passion pour la mission des clients pour qui que j'opère, puis ce qu'on me demande de faire, puis je m'y mets pleinement mon énergie dedans. Mais je me rentre pas dans l'émotion des humains qui sont là et de commencer justement à traiter les gens de cons ou de faire des choses comme ça. Un, c'est contre-productif. Puis, je suis pas payé pour faire ça. Je suis payé pour mon conseil. Je suis payé pour apporter une vue, une analyse, une connaissance qu'ils ont pas, qu'ils ont besoin d'amener. Mais après, s'ils décident de se bagarrer entre eux autres, d'aller dans l'émotion, de rentrer en colère, ça me regarde plus. Moi, je suis en dehors de cet univers-là d'émotions qui est dans le lieu qui est malheureusement trop lié au salariat, par exemple. Moi, ça me parle pas. Je suis en dehors de ça. Puis c'est encore une raison de plus pourquoi je suis heureux comme freelance. Parce que j'ai aucun plaisir à vivre dans cet état d'émotion-là au travail. Parce que moi, je suis pas là. Je suis là pour faire un boulot. On me paye pour mes neurones. Et j'aime que mes neurones fonctionnent au travail. On me paye pas pour mes sentiments, mes émotions, puis ces choses. On me paye vraiment pour exécuter et amener tout ça. On nous paye littéralement parce qu'on est externe. On nous paye pour être externe, pour être détaché de ses relations. Et quand un client t'embauche pour lui s'entendre dire qu'il a raison, je valide jamais. Je suis pas là pour dire que tu as raison. D'abord, parce que avoir raison ou tort, ça ne veut rien dire en soi. C'est une histoire de pouvoir. Ça sera que chez le psy pour moi, mais pas dans le travail professionnel. Et comme tu dis, moi, on me paye pour venir avec ce regard extérieur, dépassionné, justement, non taché par la culture, bonne ou toxique de l'entreprise. Ouais, il y a de l'émotion chez vous, là, ce qu'on entend. Là. Ouais, il y a de l'émotion chez le chien aussi. Désolé. Donc, voilà, on nous paye pour ce regard extérieur. Et ben justement, c'est Olivier de GoPirate qui le disait dans un podcast, qui expliquait que il faut toujours garder cette qualité d'externe dans un groupe justement de travail quand on est soi-même un externe, parce que c'est souvent ce côté-là qui va nous permettre d'avoir une approche différente, de pouvoir parler d'un sujet là où quelqu'un d'interne ne pourrait pas aborder le même sujet. Alors à l'inverse, il faut être capable de saisir rapidement la culture d'une entreprise, culture au sens large, c'est-à-dire les éléments communs historiques vécus par les humains et qui conditionnent leur organisation, pour pouvoir comprendre que certains sujets vont peut-être être plus sensibles que d'autres à aborder, etc. Ça, c'est important. Et alors, justement, dans les sujets sensibles, pour revenir à celui qui nous intéresse, l'argent, c'est pas du tout un sujet neutre. Alors, on s'en rend bien compte. Nous, il se trouve qu'humainement, individuellement, on est assez à l'aise dessus. Mais j'ai travaillé avec d'autres collaborateurs, et collaboratrices freelance, y compris mon ami Eric qui m'a accueilli, qui était beaucoup moins à l'aise, par exemple, avec l'argent que moi quand je suis arrivé. Et ça me surprenait qu'il soit aussi bloqué en étant lui-même indépendant depuis des années, gérant des clients. Enfin,
ça donne une espèce de prestance de dirigeant d'entreprise, mais qu'a sur ce sujet-là un rapport très 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 différent que celui du mien. Et je m'aperçois que individuellement, les gens que je croise n'ont pas tous le même rapport à l'argent. Alors le défaut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en plaisantant. Effectivement, si on a un gros défaut avec cet argent, bah, ça va peut-être être difficile de se lancer en freelance parce que ça veut dire qu'on va être peut-être dans la difficulté à demander à être payé justement. Et c'est très critique parce que si on se paye pas assez soi-même, je veux dire, comment on fait pour créer une entreprise dans laquelle on est en sécurité? Un des premiers objectifs du freelance, c'est de se mettre en sécurité, c'est-à-dire de stabiliser son activité de façon à pouvoir continuer à opérer, à se payer tous les mois, tout en s'assurant que si demain on change de contexte, on change de mission, on fait autre chose, on ait des revenus qui soient garantis. Et donc il faut que ce rapport à l'argent, il soit juste. Il faut pas aller demander juste son salaire. Il faut avoir the big picture. Il faut être capable de prendre du recul et dire alors qu'est-ce qu'il faut que je gagne pour faire vivre mon entreprise? Combien il me faut? Et je le redis moi avec fermeté. Je dis toujours à mes freelances que j'accompagne, c'est pas le client qui décide combien tu te payes par mois. Ça, c'est vous qui le décidez au début de la création de votre structure. Vous dites, moi, je veux, je sais pas, $2 500 net par mois après les impôts. Donc, comment je fais pour arriver à ça tous les mois, même quand je suis en vacances? Donc là, il y a toute une. Alors, moi, j'ai une méthode de calcul. Je vais pas la faire de façon très détaillée ici, puisqu'elle, enfin, c'est pas qu'elle serait longue. Mais sans les slides, j'avoue, sans visuel, c'est difficile à visualiser. Mais je fais un truc très simple. J'ai une question piège. Enfin, c'est pas une question piège, mais en fait, c'est une question qui nous aide beaucoup. Je dis toujours à mes freelances, et là aussi, c'est un conseil gratuit. Attention, c'est un secret. Normalement, je le dis à personne. Je dis toujours, c'est quoi le salaire minimum avec lequel tu te sens bien? Et ça permet de savoir, en fait, combien on veut gagner par mois. Parce que dans l'absolu, si je vous propose de gagner $10 000 par mois, tout le monde va dire oui. Je connais personne qui va dire ah non, c'est moins que ce que je touche maintenant. Alors si vous avez déjà la chance d'être à ce salaire-là, très bien pour vous. Ah, génial, super, continuez. Enfin, ça dépend ce que vous faites comme boulot, mais continuez. Mais c'est pas le cas. En général, on a des salaires qui sont entre 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, enfin peut-être 4000 même, voilà, euros ou dollars. Donc l'idée, c'est quoi? C'est quoi la somme d'argent à partir de laquelle vous vous dites quand je gagne plus, je vois pas tellement de différence, à part qu'effectivement, je peux m'acheter des trucs en plus. Mais ma maison, elle est payée. Je donne à manger à mes enfants sans regarder le prix de la nourriture. On peut payer une PlayStation à Noël ou se faire un petit voyage une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis voilà, en fait, couvrir vraiment, on va dire juste une zone de confort. Et cette valeur-là, en fait, ça permet vraiment de se dire, ça, si je l'ai tous les mois, je respire, je dors bien. Et si je respire et que je dors bien, je travaille mieux. Et je suis un meilleur freelance. Donc à partir de là, c'est ma zone de confort. Et je dis, c'est ça, c'est votre objectif. Vous bâtissez votre modèle là-dessus. Vous dites, si ça, je l'ai tous les mois, je sais combien je dois atteindre sur l'année. Donc après, on ajoute à ça les taxes. Alors en France, on fait simple, on fait x2. Comme ça, ce qu'on avait dit, quand on avait vu sur le dernier podcast, on avait parlé des statuts, mais dans le plus extrême de l'extrême, on fait carrément x2. Comme ça, on est sûr de couvrir toutes les charges. Et il vaut mieux couvrir plus que pas assez. Et je rajoute en général une part qui est les dépenses, on va dire. Alors, c'est pas juste les dépenses mensuelles. Moi, je fais toutes les dépenses de vie de l'entreprise. C'est-à-dire que ça, je paye mon comptable tous les mois, je paye Internet tous les mois, je paye le téléphone tous les mois, mais je change aussi d'ordinateur tous les 4-5 ans, personnellement, pas tous les 3 ans. Il y en a qui changent tous les 3 ans. Donc, si je dois m'acheter un MacBook et que c'est $3000, il faut que je sorte $3000 tous les 3 ans. Vous voyez, j'ai des certifications peut-être à passer que je vais payer, des choses comme ça. Donc c'est des pré-investissements et je l'étale tous les mois. Alors je vois large en général. Je dis à mes clients ou à mes coachés, je leur dis mettez $1000, 1000 € par mois en plus. Ok. Et je dis ça, vous me le multipliez par 12 pour faire 12 mois. Et ça vous fait en fait votre chiffre d'affaires annuel à atteindre. Et à partir de là, ça va être à vous de le répartir dans l'année au fur et à mesure des missions. Et il va y avoir ensuite plusieurs facteurs. Est-ce que vous aimez beaucoup les vacances ou est-ce que vous êtes un acharné de travail? Alors, même chose, attention. Chez des freelances qui rentrent avec l'idée qu'il faut se faire du mal quand on travaille. Non. C'est-à-dire qu'on bourrine 6 jours par semaine. Enfin, voilà. Et il y a beaucoup, je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand il y a des gens tu parles de freelancing, ils sont en mode, ça signifie forcément travailler soir et week-end, ça signifie ne pas avoir de vacances. Mais non, vraiment, c'est une espèce de croyance que je ne comprends pas non plus, mais qui est très répandue. Qu'un freelance, un indépendant, c'est quelqu'un qui s'acharne tout le temps, qui bosse tout le temps.
Ben oui, je l'ai entendu. Oui, il y en a. J'en suis un, mais j'en suis pas un parce que je suis pas, c'est pas du forcené. Tu sais, je suis pas obligé de le faire. Je le fais parce que c'est dans ma personnalité. J'en connais quelques autres qui sont comme ça. Sinon, la plupart sont beaucoup plus dans un modèle plus, ben, je dirais pas de 9 à 5, mais de travail à 45 heures par semaine, où moi, je perds plus à 70 60 heures par semaine parce que c'est mon mode de travail. Cependant, quand j'arrête au complet aussi. Fait que, c'est soit je mets la pédale dans le fond puis je travaille comme un fou parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça, puis c'est ça qui est important. Si vous aimez pas ça, travailler ce nombre d'heures-là, puis vous le faites, vous allez mourir. Parce que c'est comme ça, puis c'est un peu dans un contexte qu'on faisait des liens avec le travail. Le fait de travailler le soir ou de travailler en temps supplémentaire va pas donner la même satisfaction que de travailler en freelance plus d'heures parce que puis je choisis. Moi, j'aime ça aussi travailler le soir, par exemple. Mes horaires sont adaptés en conséquence. J'ai des zones de temps qui me sont réservées. Par exemple, j'ai 1 heure par jour que je me réserve à faire de l'exercice physique. Ce que je peux pas faire comme employé, c'est beaucoup plus compliqué de manœuvrer. Là, je me réserve ce moment-là, il est fait, il est immuable. Mes clients ne peuvent pas le tasser, à moins d'exception. Donc, j'ai tous des éléments comme ça qui sont placés dans ma vie de par cette liberté-là. Mais tout ça est calculé dans mon taux horaire aussi, dans mes revenus. Parce que je travaille, oui, 70 heures par semaine pendant un certain nombre de temps, mais je travaille pas ça comme ça à l'année non plus, parce que ça se tient pas. Il faut des vacances, faut que j'aille me former, faut que j'aille faire d'autres choses, faut que j'aille me ressourcer, parce que ça aussi, c'est un élément qu'il faut qu'on calcule, cette capacité de formation, mais d'être capable d'aller se ressourcer. Peu importe le modèle qu'on a besoin d'aller se ressourcer, il faut qu'on le calcule dans nos choses. Comme je dis toujours, un freelance malade, c'est un freelance qui gagne pas d'argent et qui ramène rien du tout. Donc ça sert à rien de s'épuiser. Là aussi, j'en ai vu beaucoup. Ça sert vraiment à rien parce que si vous n'êtes pas en point, vous allez juste couler votre truc. Vous allez avoir une expérience qui humainement est très négative, très toxique. Vous allez potentiellement vous faire du mal en termes de santé parce que vous allez cumuler des effets. C'est-à-dire qu'à la satisfaction et au fait d'être malade, vous allez rajouter la frustration, le stress qui va vous rajouter un degré supplémentaire, qui va peut-être faire empirer l'expérience. Enfin, vous êtes en train de finalement entraîner le malheur vous-même, alors que, comme tu dis, l'idée c'est de trouver ce qu'on a envie de faire. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu exprimes, c'est le fait que tu as choisi, tu es conscient de ce que tu fais, et c'est comme le podcast qu'on fait aujourd'hui. Encore une fois, hein, on n'est pas payé pour le faire, c'est un truc où on a choisi de se retrouver régulièrement pour avoir l'opportunité de partager ses expériences, de parler de sujets qui nous intéressent. Il y a personne qui nous paye pour ça, mais on le fait parce que justement on choisit de le faire. Et je me souviens, moi, comme tu disais, j'ai fait le tour de plein de petits sujets que j'ai connus quand j'étais salarié qui m'ont motivé à bouger en tant que freelance. Ben justement, c'est ça, c'est cette idée de si je fais le truc pour moi, ça me fait plaisir. Si je le fais pour quelqu'un d'autre qui me dit pas merci, ça me fait pas plaisir. Et donc à partir du moment où je fais un effort, ben, par exemple, je travaille beaucoup avec vous, avec le Canada. Donc je me retrouve moi souvent avec des horaires français qui sont 14h30, 22h30. Ah ouais, mais tu travailles tard. Ouais, enfin je commence ma journée à 14h30. Donc déjà, moi qui me lève tard le matin, c'est parfait. J'adore ça. Je me lève tranquille, je vais promener le chien, je fais des courses, je fais la lessive, je prépare à manger, enfin, je m'occupe de la paperasse, je fais autre chose, je joue, enfin, c'est du plaisir, c'est juste que c'est décalé. Et puis ça m'arrive de le faire de temps en temps. Alors je sais pas, c'est vrai que je sais pas, je vais dire, je travaille entre 7 à 12 semaines par an avec le Canada. Pas les semaines entières, en général c'est 3 ou 4 jours. Donc voilà, écoute, c'est une question d'organisation. Ma femme a beaucoup de choses souvent le soir à faire, c'est pareil. Donc l'un dans l'autre, finalement, de toute façon, on se verrait pas spécialement à cet endroit-là. C'est une question d'optimisation. On est au courant, on planifie nos plannings comme ça. Et comme tu dis, mois d'août, j'ai dit à tout le monde, je travaille pas. Me proposez pas de mission, je travaille pas. Donc cette année, le mois d'août entier quasiment, par la dernière semaine où j'ai souhaité placer une mission moi-même, je n'ai rien à faire et je n'aurai aucune dispo. Sauf, bah, si on se fait des podcasts et des trucs comme ça pendant les vacances. Mais moi, je serai en vacances, effectivement. Ou, effectivement, on peut aussi faire des choix. Par exemple, souvent, quand on est dans les TI, quand on est spécialisé dans certains domaines, il y a des grands salons à faire, par exemple. Et c'est souvent difficile en tant que salarié d'avoir accès. Souvent parce que la semaine où ça a lieu, par exemple, comme le reInvent d'Amazon ou le VMworld de VMware, bah, c'est peut-être des moments où vous avez autre chose à faire cette semaine-là et que votre employeur voudrait que vous fassiez autre chose. En vous êtes freelance, bah, vous placez cette semaine sur votre planning et vous dites, bah, personne n'y touche, je place rien dessus. Et si un client a une demande à ce moment-là, bah, je suis désolé pour lui, je serai pas dispo. Je pourrais peut-être lui envoyer quelques mails, l'aider à distance, le cas échéant, si j'ai choisi de le faire.
Et si j'ai choisi de pas le faire, je ne le fais pas. Et je reviens sur le calcul du tarif jour. Souvent, quand on calcule le tarif annuel, les gens que j'accompagne ont tendance à dire, OK, bon, faut que je le divise sur 11 mois, sur 20 jours par mois. Je dis, mais non. Parce qu'en fait, ça veut dire d'abord que vous remplissez 11 mois sur 12. Donc déjà, vous avez qu'un mois de vacances maximum. Donc il vous reste des trucs. Il vous manque du temps. Et ensuite, pour que ce soit viable, il faudrait travailler tous ces jours-là et être sûr de travailler tous ces jours-là. Sauf que s'il y a bien un truc qu'on apprend quand on est freelance, c'est que vous avez aucune garantie de travail le lendemain. Votre client peut vous dire j'ai besoin de toi pendant 6 mois, 1 an, et puis avoir un trou à un moment donné dans l'année pour X raisons, qu'elles soient techniques, financières, stratégiques, disponibilité, changement d'organisation, problème extérieur à l'entreprise. Enfin, il existe plein de façons d'avoir en fait une coupure dans la continuité. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent n'ayez pas un seul unique client et prenez-en plusieurs pour pouvoir justement organiser vos plannings, trouver des passages comme ça. Ce qui rassure souvent les personnes, c'est de se dire si j'ai un client fixe qui me remplit le planning, ça y est, j'ai fait mon chiffre. Ouais, sauf que s'il vous fout dehors demain parce qu'il a plus besoin de vous, vous êtes obligé de courir après le premier boulot qui vient. Et si vous gagnez pas un peu plus d'argent pour vous sécuriser, vous aurez pas de parachute. Vous allez vous retrouver dans le vide, à prendre le premier truc qui arrive et vous allez être stressé. Et souvent, vous allez prendre une mission qui sera mauvaise ou qui sera pas, en tout cas, pas épanouissante. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut le fonds de réserve justement pour être capable d'encaisser les moments plus faibles. Puis j'en ai connu quelques-uns qui malheureusement ont péri à travers ces affaires-là par faute de fonds de réserve qui leur permettent de survivre. C'est très important. Puis d'un point de vue fiscal, je me rappelle pas si on l'avait mentionné dans l'épisode sur le format d'entreprise, mais au Canada ou du moins au Québec, si on a un seul client, on est un employé déguisé. Donc, il faut faire très attention à cette notion-là. Il y a beaucoup de freelances qui ne font pas attention à cette notion-là. Elle existe en France aussi, cette même notion. Fait il faut être très prudent. Il faut toujours avoir au moins 2 clients, toujours rouler. Ça fait toujours rouler à 2 clients. C'est sûr que j'ai des clients qui n'aiment pas beaucoup ça, que je roule à plusieurs clients. Mais cela étant dit, pour moi, pour être capable de rester en vie puis légal en termes d'opération, je dois avoir plusieurs clients parce que c'est le fondement même de ce que c'est. Là. Et pour être pertinent, tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu l'as rappelé, on vend une prestation, une compétence, mais elle n'est pas fixée dans le temps. Je veux dire, si on progresse jamais, si on n'avance pas, si demain j'arrête de me certifier, j'arrête d'apprendre des trucs, à un moment donné, je vais devenir obsolète et je serai plus vendable. Donc il y a aussi le fait que quand on travaille chez plusieurs clients, on travaille dans plusieurs cultures, on travaille sur plusieurs missions différentes, sur des types de rapports humains différents, des types d'organisations différentes, des types de challenges totalement différents qui vont nous permettre de nous imprégner de ces challenges et d'apprendre des choses. Alors que si on était c'est souvent d'ailleurs ce que j'explique moi à un salarié. Un salarié, il est limité à ce qu'il peut vivre dans son projet en tant que salarié. Alors c'est bien, c'est intéressant, il en a une vie parfois très détaillée, c'est vrai, mais il ne voit que ce qu'il a vécu en tant que salarié. Alors que quand on est sur du freelancing, du conseil même ponctuel, on va arriver des fois à des moments concrets, on va nous synthétiser toute une situation, on va aller débloquer tout un truc et on va avoir appris sans avoir vécu la totalité de l'expérience et de client en client. Comme ça, on va pouvoir, on va dire, enrichir en tout cas nos expériences en allant. J'ai toujours un bon freelance, un bon vampire. C'est quelqu'un qui est capable d'aller sucer la moelle essentielle des aventures qu'il vit chez son client pour pouvoir apprendre quelque chose et l'apporter chez les autres comme s'il l'avait vécu lui-même. Mais là encore, hein, quand on vous raconte une belle aventure, vous n'êtes pas obligé de la vivre pour avoir une émotion et avoir appris quelque chose de cette aventure. Et donc, le boulot d'un freelance ou d'une freelance, c'est aussi d'être capable d'aller chercher des aventures à droite à gauche pour diversifier son approche. Mais je comprends hein, le côté très rassurant de se dire si j'ai un client, c'est bon. Et tant que ça marche, c'est vrai que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est statistiquement, à un moment donné, cette mission, elle va s'arrêter. Elle va changer, il va y avoir un problème ou il va y avoir autre chose. La personne tout bête, la personne qui vous embauche chez ce client change de poste, c'est plus qu'elle qui vous gère. Et la personne qui arrive après, elle en a rien à foutre de vous. Que ce soit vous, elle a juste besoin que ce soit fait par quelqu'un et elle vous trouve trop cher. Boum, vous dégagez en 15 jours. En 15 jours, je suis gentil. Hein. Des fois, c'est du jour au lendemain. Dans certains cas, c'est sur le champ. Dans certaines missions, certaines fonctions contractuelles. Ouais, non, effectivement, juste pour la stabilité monétaire, c'est très important d'avoir ce genre d'éléments-là. Et tu m'as fait, par rapport au post que tu as fait cette semaine sur LinkedIn, justement, la raison qui t'a amené, la non-reconnaissance, c'est une des raisons qui t'a amené à devenir freelance. Moi, une des raisons, parce que l'employeur où j'étais, puis ensuite j'ai basculé, il avait refusé une formation que je trouvais pertinente à mon évolution et à ma croissance. Puis là, j'ai fait, ben non, ça marche pas. Et de là, mais c'est pas la seule raison, mais c'était le déclencheur qui a fait, là, j'en ai assez.
je veux plus faire ça. Je veux devenir freelance. Ça m'intéressait. C'est plus aligné avec comment moi je vois où je veux aller, je veux mener ma barque. Et ça, puis c'est pas une question d'argent, mais en même temps, c'est de savoir comment ensuite la question de savoir comment se tarifer, mais se tarifer aussi. Tu mentionnes aussi, là, on passe du temps très plaisant à enregistrer ce podcast-là, mais ce temps-là aussi, il est calculé dans l'ensemble de l'offre qu'on a parce que ce temps-là, on le facture pas. Il est pro bono. Cela étant, il est quand même, quand on calcule tu me disais ton revenu minimal mensuel pour être capable de vivre heureux, ben il apparaît indirectement dans ces éléments-là, comme les formations, comme tout, parce que comme je facture pas, il faut que ça contribue à mon bonheur. Donc, c'est comme ça contribue, ben, je suis plus heureux, puis tout ça doit se mettre en œuvre et toutes les activités connexes, le bénévolat essentiellement autour. Je le conseille énormément pour les gens qui veulent entrer en cyber. On en a parlé dans nos épisodes de comment entrer dans le domaine. Faut faire du bénévolat. Ça fait partie aussi, mais ce bénévolat, faut qu'il se trouve à être financé par son freelance, faut faire notre taux horaire quelque part ailleurs. Faut faire du réseau. Il faut aller à des séminaires, faire des after-work, participer à des summits, des choses comme ça, se faire voir. C'est important aussi quand on est freelance, aller rencontrer d'autres personnes. Ça peut être générateur de contacts humains simplement sympathiques, trouver des opportunités. Ça peut vous ouvrir aussi un intérêt sur une branche. Souvent, des fois, on arrive sur des technologies qu'on connaît pas par quelqu'un qui va vous initier. Ça peut être une façon pour nous de trouver quelle est l'étape d'après. C'est stratégiquement, un freelance doit toujours avoir au moins 2 coups d'avance sur le marché pour pas être obsolète. C'est aussi une question souvent qu'on se pose, c'est comment on fait pour être toujours, on va dire, vendable sur le marché et toujours faire la différence. Bah, c'est d'être capable de se diversifier et d'aller voir les domaines qui pourraient nous intéresser et qui pourraient se créer. Donc là aussi, on peut aller rencontrer du monde. Et comme tu l'as dit, et quand je fais le calcul, c'est ce que je dis, je calcule pas pour travailler 20 jours par mois, 11 mois. Je dis, si moi, déjà, j'applique la semaine de 4 jours depuis plusieurs années maintenant. Donc, d'entrée de jeu, je sais que je veux pas travailler plus de 4 jours par semaine. Il m'arrive exceptionnellement de faire des semaines à 5 jours, mais j'ai des semaines à 2 jours aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, je m'en sors. C'est une question aussi de s'acheter le loisir de dire, si cette semaine-là, elle est pas remplie, c'est pas grave. Tout va bien. Il y a rien de pire, quand on est freelance, d'avoir une semaine de creux et d'avoir peur. Ce qui vous empêchera pas d'avoir ce sentiment peut-être les premières fois. C'est-à-dire que même si vous êtes sécurisé, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir peur. Il y a toujours un petit stress. Et c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes toujours sur le qui-vive, vous avez toujours cette conscience qu'il peut y avoir du risque à ne plus avoir d'activité. Mais quand, comme tu le dis, moi je facture suffisamment par mois sur certains mois pour m'assurer qu'à la fin de l'année, j'ai suffisamment d'argent pour me payer l'année d'après, quoi. Et tous les ans, on met de côté dans l'excédent qu'on arrive à faire une partie significative de l'argent pour assurer. Alors, on l'avait déjà venu sur ce sujet dans les sessions précédentes. On est dit entre 3 à 6 mois de facture on va dire de trésorerie, donc d'argent sur le compte en banque de l'entreprise, qui nous permet de dire, si ce mois-ci pour X raison, j'ai pas pu ou je ne souhaite pas travailler, c'est pas grave, je me paye quand même parce que l'argent il est dans le compte en banque de l'entreprise. Donc c'est ça en fait, il faut vraiment ce qu'on facture au client, c'est pas ce qu'on se paye. Ce qu'on facture au client, c'est ce qui remplit la jauge de trésorerie de l'entreprise. Et ensuite, tous les mois, nous, on sort l'équivalent de notre salaire et c'est tout. À partir de là, une fois qu'on a ça, on choisit comment on remplit le mois. Donc, quand on arrive à saisir cette notion-là, cette différence, effectivement, on s'achète une espèce de paix. Alors, bien sûr, vous allez me dire, après, il y a la concurrence. J'ai souvent les freelances qui me disent, j'ai regardé en moyenne, les autres, ils sont à ce prix-là. Je fais, moi, en moyenne, les prix des autres, j'en ai rien à faire pour rester très poli. D'ailleurs, j'aime bien dire, j'ai pas de concurrent. Un Wisebear, un Deviadan, il y en a qu'un au monde et c'est moi. Et les clients qui viennent me chercher, je peux vous assurer que si vous leur demandez pourquoi ils m'embauchent, parce qu'ils me connaissent déjà. En fait, souvent, ils m'ont déjà vu en formation, par exemple, ou en séminaire. Et en fait, ça les rassure. Donc, si vous vous vendez comme prestataire d'une tâche, je sais pas, développeur web, et que votre étiquette c'est je suis développeur ou développeuse web et que vous êtes personne d'autre, je comprends que vous ayez du mal à vous vendre parce que des développeurs et développeuses web, il y en a des millions au monde. Donc si l'idée c'est de trouver à quel tarif il faut se vendre, ça va être compliqué. Si par contre vous avez une identité propre et vous avez une compétence différente en plus de ça, évidemment que vous pouvez marquer le coup. Vous pouvez dire ouais moi je suis 200 € plus cher par jour. Ah mais qu'est-ce qui est légitime? Tu regardes ce que je fais, ce que je te propose. Si tu trouves que c'est trop cher, c'est pas grave. C'est ton opinion, tu as le droit.
et on travaille pas ensemble. Suivant. Donc ça s'apprend aussi. Oh oui, puis sans être nécessairement très bon en négociation, de connaître sa valeur. Moi, contrairement à toi, moi, j'ai utilisé le marché pour jauger, pour me situer par rapport à comment les choses se Je te rassure, je le regarde aussi. Hein. Mais il demeure que, tu sais, je me situe là-dedans, je confort, puis ça vient toujours au fait combien d'argent j'ai besoin pour bien vivre, bien être heureux, avoir mes vacances, pouvoir prendre une pause quand j'en ai besoin, pouvoir aller me ressourcer quand j'ai besoin, d'aller me former quand j'en ai besoin, d'aller rencontrer, voyager. J'ai fait ça beaucoup dans les dernières années. Tu sais, le paradoxe, c'est que j'ai plus voyagé pendant le confinement que à les choses. Bravo. Fait que les gens qui sont sentis malheureux de ça, moi, ça m'a jamais limité. Mais bref, tout ça devient une vue de l'esprit rendu là. C'est juste qu'il faut accepter les limitations et ce qui va avec. Fait que je suis beaucoup déplacé. Je suis beaucoup déplacé en Europe durant le confinement, entre autres. Et encore maintenant, là, je commence plus à aller me former aux États-Unis dernièrement. C'est plus les nouvelles choses que je vais avoir. Et justement, cet argent-là est calculé. Ça me permet de ça. Et j'emprunte pas d'argent. Je vis toujours sur le financement de ma compagnie qui me permet ce genre de choses-là. Et j'ai du financement, tu parlais justement de garder 3 à 6 mois. L'argent excédentaire, chaque année, ce que je vais faire, je le mets dans un fonds de placement. Ce qui fait que mon excédentaire annuel, au lieu de vivre tranquillement et s'empiler dans mon compte et d'avoir l'impression de m'enrichir puis d'avoir le goût de les piger dans cet argent-là, ben je le mets dans des fonds de placement qui font de l'argent même seul, sans que je travaille, et qui me font aussi mon fonds de pension, qui montent des choses, des éléments comme ça, qui mettent en avant comme ça. Fait que c'est un objectif. Et si j'ai un coup dur, ben, j'allais piger dans ce fonds-là pour aller absorber le coup dur. Disons que j'ai un 3 mois sans travail. Ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On n'a aucune idée. Je peux tomber gravement malade. J'ai des assurances. Hein. Ça aussi, c'est important d'avoir des assurances pour quand on est malade sur longue durée. Mais encore là, justement, tous ces éléments-là sont calculés que j'ai un fonds de prévoyance qui me permet d'arrêter de travailler pendant 3 mois sans avoir de conséquences, sans que je subisse rien. Et de toute façon, en arrêtant de travailler, mes frais d'opération vont diminuer aussi. Fait que, ça aussi, il faut le tenir en compte. Mais c'est tout ce paysage-là qu'il faut mettre en œuvre et aussi le faire grossir le fonds de prévoyance dans le temps. Puis à la limite, ce qu'on pourrait qualifier le fonds de pension aussi, là, ce qui va nous permettre de vivre une retraite beaucoup plus sereine avec pas juste les prestations du gouvernement comme étant notre revenu, mais étant avec un élément supplémentaire qui va nous permettre de nous payer des petits luxes quand même à la retraite. Et oui, on investit sur soi, c'est ça aussi. C'est qu'au lieu d'enrichir une autre boîte qu'on a un peu rien à foutre de nous et qui gagne beaucoup d'argent dessus, qui vous renvoie à Alors, en France, souvent, on a les entreprises qui réinvestissent, qui disent t'as le droit à un intéressement. L'intéressement, il est dérisoire par rapport à ce que vous pourriez gagner de vous-même, en fait, sur vos dividendes annuels, sur effectivement, les achats même matériels que vous pouvez faire. Moi, j'ai toujours été triste et on en parlait avec mon ancien associé Eric. On se disait, mais quelle pauvreté de la part des entreprises quand ils sont pas foutus d'acheter le bon ordinateur pour la bonne personne, quoi. Les rapias, on parle d'entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires et qui sont à $200 près pour un ordinateur digne de ce nom pour vous permettre de travailler. Moi, j'ai fait des démonstrations de VMware où on faisait tourner plusieurs serveurs virtuels sur un PC portable dégueulasse. Et la boîte qui disait, mais c'est bien, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et on a l'air de pouilleux, en plus. Donc, le fait de pouvoir, ne serait-ce, on le disait avec Eric, le fait de pouvoir d'acheter le matériel qu'on trouve le plus juste pour notre travail, c'est même pas une histoire d'acheter un truc extraordinaire pour faire le malin. C'est juste dire, mais moi, j'ai besoin de ça. Alors, toi, t'aimes bien te déplacer. Moi, on m'a beaucoup déplacé dans le passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me déplace plus du tout. Par exemple, là aussi, c'est une de mes jouissances absolues. Quand on me dit c'est ailleurs, je fais non, je ne prends pas. Je vous remercie, c'est très gentil, mais je me déplace plus du tout. J'ai ma jeune carrière de formateur, je me suis déplacé énormément en province et à l'étranger, quasiment les premières années, presque toutes les semaines. Je partais sans arrêt. Alors, ce qui te permet aussi de faire des grosses économies, etc. Tu t'y retrouves. Mais quand t'es jeune et que t'as pas de famille, ça va. J'ai 46 ans, je suis stable et je suis un bel ours dans son terrier. J'adore rester sur place. Donc maintenant, depuis le confinement, c'est l'inverse. Donc tu vois, rien que ça. Mais et j'ai perdu le fil. Ouais, on m'a beaucoup déplacé, sans compensation financière, sans contrepartie. Donc ça joue aussi sur la qualité de vie.
Donc le fait que si toi tu aimes te déplacer, que tu veux le faire, tu peux le financer. Sachant que, attention, quand on se déplace parce qu'un client nous demande de venir, on le facture. C'est pas à nous de payer ces frais-là. Si moi je me déplace pour une mission et que le client il veut que je vienne chez lui à Lille ou à Nice, il me paye le train, il me paye l'hôtel, c'est pas moi qui dois payer ça, hein, soyons clairs et nets. Hein. Et c'est la même chose d'ailleurs quand votre employeur vous envoie par exemple faire du consulting chez un client à lui en province, il refacture au client tout le déplacement. Alors après, ça génère des frais, il faut regarder comment c'est refacturé auprès du client. Mais là aussi, hein, doutez-vous bien que vous êtes indépendant, c'est pas des choses que vous vous facturez vous-même. Vous vous facturez quand vous décidez d'aller au VMworld ou au reInvent ou à la DEF CON ou à la Blackout Convention et que vous allez voir ces trucs-là sur place. Vous facturez ça quand vous allez, par exemple, si demain vous dites je vais devenir indépendant pour devenir maraîcher, et qu'il faut que j'aille faire un stage dans le Larzac pour aller voir ce maraîcher, ben, je vais le payer avec l'entreprise. Par contre, c'est des frais qui sont acceptés par l'entreprise, à être payés par l'entreprise. Donc, il y a aussi tous ces aspects-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on paye avec l'entreprise, c'est aussi, comme tu disais toi-même, ce qui t'a motivé à partir, c'est le fait que tu estimes que cette formation a de la valeur, t'amène de la valeur, est un élément clé dans ta carrière, et que ton employeur t'empêche finalement, te bride et t'empêche d'aller plus loin. Moi, c'est ce qui m'a fait démissionner aussi. Hein. C'est le fait que je vienne avec des idées, que je propose des trucs pour faire gagner plus d'argent à la boîte et développer des choses, et que personne ne réponde, et que personne ne prenne l'opportunité. Tu dis ouais. Et quand on vient te voir, par contre, pour te demander des trucs, c'est pour des trucs qui n'ont rien à. Enfin, ils sont. Par exemple, petite anecdote à l'époque, on m'a proposé, j'étais formateur à AWS, on me dit, bah, tu vas prendre les formations Google maintenant, Google Cloud. Et j'ai dit, bah non. La personne qui m'a demandé, t'es resté comme ça, non. Bah non, c'est pas porteur. Il n'y a pas de business. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire, on n'a rien fait dessus. Vous voulez quelqu'un à mettre à cette place-là, je comprends. J'entends, vous avez raison. Moi, je vois du côté de formateur le boulot que c'est, l'investissement et le retour. Zéro intérêt pour moi. Donc ça fait partie, bah aussi, quand on voit qu'on fait partie d'une structure qui prend des décisions pour nous, qui nous positionne dans des responsabilités avec des charges de travail. Parce qu'il s'agit pas juste de dire, ah, regarde, je peux mettre j'ai Google sur mon CV en plus. Ça veut dire monter en compétences, passer des certifications, préparer des cours, les délivrer. Enfin, on parle de plusieurs mois de travail pour un retour, une capacité qui est très limitée. Et quand on est freelance, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est que on peut être tenté par des secteurs, des sujets. Des fois, on pense qu'on a une bonne idée, mais ça se trouve, c'est pas porteur du tout. Ou à l'inverse, effectivement, ça peut être le truc qui va bien. Ce qui est intéressant aussi à voir, ce qu'on vend, c'est pas que de la compétence technique. Je le redis, c'est aussi de la compétence, ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire de la capacité de gérer de l'humain. Et alors, ce qu'on appelle aujourd'hui, alors il y a un autre terme, c'est pas, il y a les hard skills, il y a les soft skills, et il y a en fait le côté weirdos un peu. C'est-à-dire que dans les freelances, il y a beaucoup de gens qui ont un peu un handicap social. Moi-même le premier. J'aime bien vivre tout seul dans mon coin aussi, c'est vrai. Et souvent, des freelances, on vient chercher je vais prendre une expression bien française, ce petit pet au casque, qui fait qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est capable justement d'être très très autonome. Parce que, par exemple, tu vois, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui étaient très 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 malheureux parce qu'ils voyaient pas d'autres humains. Moi, j'étais très heureux. Et en fait, quand tu en discutes avec des psys, ils te le disent, en fait, non, la majeure partie de l'humanité est très malheureuse seule. Il y a les personnalités qui savent être très, très autonomes seules sont finalement assez rares. Mais un client peut venir chercher ça. Cette capacité à avoir cette autonomie émotionnelle, organisationnelle, qui est finalement plus rare et qui peut être détectée par des comportements humains spécifiques. Et souvent dans les freelances, on a ce côté en fait, j'en ai marre d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. J'ai envie d'être autonome dans ma décision et j'ai des petits moments d'associabilité où non, en fait, ça, je peux plus. Je dois me sortir du groupe. Et c'est souvent d'ailleurs un des sentiments qu'on a quand on est freelance, c'est cette liberté de pouvoir dire merde au groupe et de partir. Même si on ne le fera pas forcément tous les jours à chaque mission, on veut garder ce petit parachute en tête, de pouvoir dire se dissocier. Donc ça aussi, on le vend. C'est-à-dire qu'on vend cette partie-là, ça fait partie du package de ce qu'on vend. Donc c'est pas juste une question de vendre, on va dire, une compétence technique. Je vais juste vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 1 an et demi. J'ai quelqu'un que je ne connais pas du tout qui vient me voir sur LinkedIn et c'est réel. Hein.
et qui arrive, qui me dit, oh, on fait à peu près la même chose, on devrait monter une société ensemble. Ok, bon, pourquoi pas. Donc je dis à la personne, je suis un peu surpris, mais discutons. Donc je l'écoute. Je vois que cette personne a un parcours assez déjà en zigzag, hein, salarié, freelance déjà 2 fois, moins de 35 ans, ok. Quelques instabilités qui interrogent, mais pourquoi pas. Et puis je m'aperçois que la personne finalement a pas vraiment une vue très construite de ce que c'est que monter une entreprise, d'embaucher des gens. Donc j'ai dit c'est pas grave. Si tu veux qu'on collabore ensemble à des projets, si tu as des trucs, tu penses que c'est pertinent, on peut faire des partenariats. Allons-y, pourquoi pas. Et puis cette personne laisse de côté cette idée, et puis elle revient vers moi quelques semaines après, et elle me dit aujourd'hui je me vends tant par jour, comment je fais pour me vendre plus? Et je réponds à cette personne deux réponses. Je lui dis j'ai une réponse simple. La première c'est pourquoi tu te vends pas plus? C'est ça la première question que je te poserai. La deuxième c'est si tu veux vraiment que je te réponde, il faut qu'on aille interroger justement cette première question et qu'on fasse un travail sur pourquoi aujourd'hui c'est toi qui choisis ce tarif et tu ne saisis pas qu'en fait c'est toi qui choisis ce tarif et que à partir du moment où tu positionnes avec un tarif qui est visiblement trop bas pour toi, ça interroge la confiance que tu as en toi, l'image que tu as en toi. Et là l'élément important de ça, alors cette personne pour le coup m'a zappé, elle m'a bloqué après, elle m'a même pas répondu, elle m'a bloqué net. Je fais, ok. Sachant que la première réponse est déjà en fait une aide. C'est si tu te vends en l'occurrence 750 € par jour et que tu trouves que c'est pas assez, pourquoi tu te vends 750 € par jour? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé que c'était ce tarif? Comment on a calculé ce tarif? Et je vois que la personne, en fait, pensait que c'était un caractère extérieur qu'il fallait apporter obligatoirement pour répondre à ça. Non. Le tarif que vous vendez, c'est celui que vous décidez. Quand je suis arrivé sur le marché, comme tu disais, j'ai regardé le marché, hein. J'ai regardé mes capacités, j'ai regardé la rareté de ce que je faisais, j'ai regardé mes certifications, j'ai regardé les acteurs, j'ai dit, bah, non, moi, le tarif qui est proposé par ces acteurs-là me convient pas, je vais demander plus. Si personne me prend, évidemment que je suis obligé de peut-être réfléchir à cette demande, peut-être qu'elle est surestimée, c'est possible. On peut se tromper. C'est comme ça qu'on ajuste. Et il se trouve que ça fait 5 ans que je fais ça, et ça fait 5 ans que mon planning est plein. Donc à un moment donné, je me dis, c'est que ça doit être le tarif juste. Même remarque, hein, si l'année prochaine ça s'effondre et que j'ai plus un seul business, c'est que visiblement, bah, ce que je vends n'est plus aussi rare que ça, n'est plus aussi spécifique. C'est que j'ai plus vraiment de plus-value. Donc, bah, faudra peut-être que je réinterroge ce que je vends ou la façon dont je le vends. Il y aura peut-être un travail de ma part. C'est jamais un tarif fixe. Et comme on disait tout à l'heure. Ouais, mais ça va sur le marché. Tu continues à te former. Tu continues à réinvestir dans ta valeur. Puis ça aussi, puis l'individu. De toute façon, moi aussi, j'ai eu des cas étranges, surtout même dernièrement, des gens qui m'ont abordé de façon très étrange sur LinkedIn. Mais ça, c'est un drôle d'univers, parce que les gens pensent que de la magie, mais en tout cas, bref. Puis dans ce sens-là, là, je suis beaucoup plus direct. Je dis, moi, le temps, c'est de l'argent. Donc, on va perdre pas ton temps avec une petite danse, explique-moi ce que tu veux, puis arrête tout de suite, parce que je le calcule comme ça, c'est réellement comme ça. Si tu me fais perdre mon temps, tu me fais perdre la valeur, tu fais perdre. Puis c'est pas juste l'argent en tant que tel qui est important, mais tout tout ce que ça comporte. La perte de ce temps, c'est de la perte de jouissance, parce que je suis plus dans une activité que j'aime faire, je fais d'autres choses, des fois je négocie. Fait que c'est tout ça qui est en arrière. Les gens ne comprennent pas l'importance de ce genre de choses-là. Mais il faut réinvestir pour revenir à ton point. Peut-être que ta valeur va diminuer parce que tu n'as pas réinvesti. Puis c'est ça aussi, les gens oublient de réinvestir. Puis on le voit dans des compagnies qui ne réinvestissent pas dans leur technologie, puis ils finissent par disparaître. C'est comme ça que le marché fonctionne. Il faut toujours reprendre, puis et donc de compter dans nos frais qu'on charge, qu'on doit se former. Il faut que ce montant-là existe, parce que si on ne se forme pas régulièrement, ben on va perdre incidemment de la valeur, puis on va disparaître du marché. Il faut ramener autre chose que de la certification aussi. C'est ce que je m'aperçois dans ces profils-là. Nous, on dit du côté technique, moi dans le cloud et dans l'infra. Tout le monde a les mêmes certifs. On retrouve, il y en a qui font du Kubernetes, il y en a qui font de l'Amazon, du Google. À un bon moment, on a tous les mêmes certifs. Donc, un client qui vient chercher juste sur la certification, il a 2000 profils potentiels. Donc, évidemment que peut-être qu'il ira chercher le moins cher, peut-être qu'il ira chercher, au contraire, quelqu'un qui va avoir des étiquettes en plus qui sont différentes. Et quand on parle de se former, c'est aussi sortir sa tête de ses œillères, les enlever et arrêter de parler que de technologie aussi tout le temps. Soit dans la technologie, vous êtes vraiment excellent
Et c'est possible. Et donc là, vous avez quelque chose à vendre qui est supérieur aux autres et vous pouvez le vendre plus cher. Et c'est vrai, hein, peut-être que vous êtes très très bon dans un domaine, vous allez très très loin, et tant mieux si c'est le cas. Mais à un moment donné, cette technologie elle-même deviendra obsolète, donc il faudra passer à autre chose. Soit vous élargissez, vous essayez d'englober beaucoup plus de choses. C'est-à-dire vous faites des croisements entre les domaines. Il y en a qui font de la sécurité, d'autres de l'infra. Ben moi, je m'occupe des deux en même temps. Et moi, je m'occupe aussi de la partie facturation aujourd'hui. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses communes entre elles. Et puis, on fait ça chez des clients qui font du cloud privé, du cloud public. Donc là aussi, on a besoin de ce regard. Plus vous irez dans les trucs techniques, plus vous vous retrouverez à faire ce que j'appelle le garagiste des clients, le mécanicien. C'est-à-dire des travaux très qualifiés, mais finalement qui restent très cadrés à ce que le client a à vous faire en routine. Et donc, ça demande des qualifications qui sont certaines. Je ne dénigre absolument pas les gens qui font ça. Et comme je l'ai redit à un CloudOps que j'accompagne aujourd'hui chez un client, je lui dis, je suis très content que tu fasses ce boulot-là parce que j'aimerais pas du tout le faire. Mais j'aime bien venir, moi, en tant qu'architecte, faire le regard plus global. Et le client, il a besoin de cet architecte. Le client, il le sait très bien. Il ne pourrait pas me payer en tant que salarié. Donc, il est ravi de m'avoir 2, 3, 4 jours par mois pour venir discuter avec lui de certains sujets, avec ses équipes, aider à la documentation, parce que moi, j'adore ça, je fais de la doc, et eux, ils aiment pas ça du tout, souvent les clients. C'est-à-dire que avoir ce regard, justement, extérieur. Là aussi, si vous avez des facilités à faire de la documentation, 99% de vos collègues détestent ça. Donc là aussi, c'est des plus-values que vous pouvez ramener avec cette capacité rédactionnelle, cette capacité de synthèse. Être capable de diriger une équipe, de s'intégrer dans une équipe, même chose, ce sont des capacités en plus qu'on n'a pas forcément à côté. Ça se travaille. Donc quand on parle de se former, de se certifier, ça peut être aussi d'aller s'ouvrir soi-même, faire des séminaires sur acquérir des soft skills, travailler son agilité en équipe. Il y a plein d'autres choses qu'on peut valider aussi ou d'expériences qui peuvent nous aider de ce côté-là. Se rendre visible publiquement, ce que l'on fait aujourd'hui, évidemment, ça a aussi un intérêt. C'est-à-dire, ça nous rend visible, vous nous écoutez. Vous pouvez venir nous voir ensuite après, donc ça veut dire potentiellement pouvoir faire connaissance avec nous parce que vous avez entendu un truc qui vous a vous avez perçu comme pertinent. Là où si vous aviez vu notre profil sur LinkedIn, vous auriez dit bah ouais bon il y a des certifs, ok. Puis alors c'est un site comme LinkedIn, effectivement c'est le supermarché, hein, on a quand même beaucoup de choses. Même chose, hein, il y a beaucoup de freelance qui passent par des sites, ce que j'appelle les catalogues de freelance, c'est-à-dire des sites où on vous dit viens t'inscrire, c'est gratuit pour les freelances. Où en fait la société va avoir comme ça plein de profils et les clients vont venir chercher. C'est les clients qui payent finalement le site pour chercher. Mais qu'est-ce que le client vient chercher? Là encore, c'est une photo, des titres, des certifs, un tarif. Voilà, c'est pas ce que je vends. C'est pas ce que je vends. Ce que je vends, moi, alors, je sais bien que ça fait bizarre comme terme, ça fait un peu marketing, mais c'est vraiment une aventure. Chacune de mes missions, c'est quelque chose qui m'arrive avec le client que je trouve génial, qui est avant tout humain. C'est une rencontre humaine. Il se passe des trucs. Bien sûr qu'on parle de technique, bien sûr qu'on parle de projets qu'on met en place, mais on en parlait en off tout à l'heure. Voilà, moi, les clients avec qui je vis des trucs aujourd'hui, ça m'enrichit et tu l'as redit tout à l'heure et c'est super important. J'y prends un putain de plaisir, ce que je n'avais probablement pas ou plus de la même façon en tant que salarié avec un emploi du temps imposé, avec des clients imposés. Alors oui, ça veut dire qu'on fait le tri et c'est aussi important. Hein, ça veut dire que je vais pas forcer tout le monde à le faire, mais je conseille très fortement de faire un travail personnel quand on devient freelance. C'est-à-dire pas forcément que de faire du coaching, mais d'aller voir un psy ou de faire un travail. Il y a plein de thérapies possibles aujourd'hui pour essayer de se libérer de bagages gênants. Si vous devenez freelance pour vous faire du mal, je suis désolé. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez très bien y arriver. La mauvaise, c'est que c'est totalement inutile. On peut complètement éviter ça. Donc ce que je vois dans les freelances pour qui ça marche, c'est qu'ils ont la banane, comme on dit, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ils sont heureux, pas parce qu'ils gagnent plein d'argent. Alors souvent, on finit par gagner pas mal d'argent, on est bien, on est confortable, mais justement, on est heureux parce qu'on a la possibilité de faire autre chose, d'aller transformer un truc. Imaginez que vous passiez freelance, vous dites, je ferais bien une chaîne YouTube, mais je sais pas si ça va marcher. Bah, avec le freelancing, vous pourriez asseoir votre stabilité financière de façon à dégager du temps pour investir dans YouTube. Et si ça marche, bah, peut-être générer des revenus. Et si ça marche pas, bah, on s'en fout. Parce que ça vous aura rien coûté d'autre que le temps et l'expérience de le faire. Donc vous pouvez aussi comme ça diversifier votre activité. C'est une liberté que, depuis le confinement, on est très nombreux sur cette planète à remettre en cause évidemment nos travail, nos emplois, nos jobs, le fait qu'ils aient peu de sens parfois ou qu'ils soient pas alignés avec nos valeurs. Récemment, moi, je sais que j'ai refusé 2 missions
chez des acteurs du grand luxe français parce qu'ils sont tenus par des patrons français que je ne supporte pas, qui sont pas du tout alignés avec mes valeurs, qui sont plutôt d'extrême droite, etc., que j'ai pas du tout envie de soutenir. Et je fais le choix, en mon âme et conscience, de dire non à ces clients qui payent beaucoup en général, hein, mais parce que je me dis, j'ai une certaine fierté de me dire, j'ai pu dire non à ces clients parce que j'ai le choix justement. Et parce que je peux me permettre aujourd'hui de le faire. Alors peut-être que dans d'autres contextes, je pourrais peut-être plus me permettre de le faire, mais dans ce cas-là, je réinterrogerai le boulot. Puis il y a de fortes chances, d'ici là, je trouve un autre boulot, j'irai former quelqu'un d'autre à d'autres domaines, c'est pas grave. J'irai faire du maraîchage à la campagne, probablement, ou fabriquer des bunkers pour se préparer à la fin du monde, un truc comme ça. Oui, toujours dans l'état de bonheur. On va conclure là-dessus. On a fait un très vaste tour de tout ce qui est relatif de façon directe et indirecte à l'argent. J'espère qu'on vous a inspiré ou on vous a aidé à faire les bons choix si vous décidez de transférer du côté d'être freelance. C'est sûr, on demeure toujours disponible. En plus que toi, tu accompagnes spécifiquement des freelances qui ça, puis ça en fait partie maintenant d'une complémentarité à ton offre. C'est ça aussi la diversification qui est très intéressante. Et c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait. C'est parce que je peux me permettre de libérer du temps que je peux l'investir dans cet accompagnement pour lequel, je disais, j'ai un plaisir immense. J'adore faire ça. Et donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner professionnellement, ce qui vous permettra de gagner du temps, d'éviter de faire des erreurs, de se tromper. Puis ce serait dommage de se lancer dans l'aventure et que ça devienne quelque chose de négatif, alors que ça peut être quelque chose de si sympathique. Absolument. Merci beaucoup. C'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours ces conversations m'enrichissent à chaque fois. De même. Et on y retourne. À la prochaine.